Ok, c'est parti. Bon, j'espère que c'est parti. Je start anyway. Je sais pas si Sylvain. Yes. Tu vois le robot? Le robot, je ne vois pas le robot. Est-ce que. Dans une seconde. Ah si, l'enregistrement s'est démarré a priori. Ouais, l'enregistrement est sans marcher, mais le robot, par contre, je Le l'ai pas robot, vu. Je l'ai fait la pas vu. tête. J'ai vérifié, non, il n'y a pas le robot. Pas le robot. Là. C'est Thierry est parti. Ouais, ok, d'accord. Moi, je sais. Dans 2 minutes, on commence. Une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà. Bon, on y va. Je me reviens. Ouais, c'est pas grave s'il n'y a pas le robot. Si tu veux, j'en sais rien, réessaye, j'en sais rien, mais moi, en tout cas. Je réessaye, c'est bon. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe. passe. Ça marche pas. Okay. Ok, allez, on y va. Ça y est. Donc, on y va. Donc, on est d'Avbet à Moudbet. Et donc, on est vers la fin de la page et on est encore dans cette histoire-là. Donc, on est dans la deuxième, c'est-à-dire dans la deuxième théorie, quoi. On va avoir en tout 4 théories dans la Mishnah. Pourquoi un œuf qui est né Yom Tov, il serait interdit. Mais la première théorie, on a vu, c'est une histoire de Mouktsé. On va dire, voilà, Mouktsé, Nolad, quelque chose comme ça. Et donc, ça, et la deuxième théorie, donc, ce qu'on est maintenant, c'est Rabat, qui avait dit que c'était un problème de préparation parce que c'est, en fait, l'interdit, il est à cause d'un Yom Tov qui prépare pour Shabbat. Et donc, oui, Shabbat qui prépare pour Yom Tov, les deux sont interdits. Et donc, voilà, donc ça, c'est Achana, ça serait Nachana des Rabbats. C'est-à-dire que l'œuf, bien qu'il a été, donc il a été fini, et un œuf qui est pondu un jour, il a été fini la veille, ou il a été, voilà, fini la veille. Et donc, en fait, donc, c'est pour ça que ça serait interdit. Et on interdit tous les Shabbatot et tous les Yamim Tovim à cause d'un décret d'un Shabbat ou d'un Yom Tov qui serait précédé d'un Shabbat ou d'un Yom Tov. Et sur ça, la Gemara avait posé la question. Donc, si quelqu'un il fait la shrita d'un animal, d'une poule, et il trouve à l'intérieur des œufs finis, on dit que c'est permis. Alors, la question de la Gemara, a priori, selon Rashi et selon Tosfot, a priori, elle est basée sur le fait que ça veut dire, même si jamais, en fait, le jour où on a fait la shrita de cette poule, c'était un dimanche, c'est-à-dire que c'était un Yom Tov qui tombait après Shabbat. Alors, ça devrait être interdit parce que les œufs, ils ont été préparés Shabbat. Et sur ça, la Gemara répond, elle dit non, c'est Milta Deloshricha, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et quelque chose qui n'est pas fréquent, hein, les Chachamim, ils n'ont pas fait un décret dessus. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Ça veut dire. Et voilà. Et donc la question, voilà. Donc ça, c'est ce que la Gemara dit. Et voilà. Et ça veut dire le problème, c'est de dire voilà, ça veut dire. Ça veut dire la question, voilà, la question elle va être évidente, ça veut dire la question de Tosfot elle est évidente, c'est de dire, c'est pas un décret, ça devrait être interdit, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, donc c'est l'agma, donc encore une fois, l'agma elle a posé la question, elle dit, voilà, si quelqu'un fait la shkita yom tov d'une poule et il trouve à l'intérieur des œufs, on te dit que les œufs ils sont permis. Et elle dit pourquoi, et a priori, l'agma elle a compris que ça parle même si jamais c'était un yom tov qui tombe un dimanche. Et l'agma, demande pourquoi ça serait permis. Normalement, ils ont été finis la veille. Et l'agma dit non, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et quelque chose qui n'est pas fréquent, ils n'ont pas décrété, Haramim, ils n'ont pas interdit. Et encore une fois, donc la question, encore une fois, c'est de dire, donc là, a priori, l'agma ne fait pas sens parce que ce n'est pas un décret. C'est quelque chose qui a été préparé Shabbat, si c'est interdit, c'est pas interdit par décret. Et donc normalement, voilà, donc ça devrait être. Donc voilà, donc on ne comprend pas ce que l'agma elle veut répondre. A priori, la réponse de l'agma, elle ne fait pas sens. On pourrait répondre que peut-être l'agma, elle veut dire qu'on parle pas d'un Shabbat qui tombe ça veut dire d'un Yom Tov qui tombe un dimanche. Et en fait, c'est pour ça que c'est permis, parce qu'on n'a pas voulu faire un décret de quelqu'un qui trouverait des œufs dans une poule en faisant la shrita Yom Tov, etc. Quand c'est pas un Yom Tov qui est précédé d'un Shabbat, parce que ça, c'est pas fréquent. Mais tu vois, ça veut dire, c'est comme ça qu'on aurait pu répondre. C'est comme ça que moi, j'avais toujours compris la réponse d'Agmara. Je pense, dans tous les cas, ni Rashi ni Tosfot, ils ont voulu expliquer l'Agmara comme ça, quoi. Et ils disent que l'Agmara, elle reste, a priori, en tous les cas, dans Rashi, c'est pas très clair, mais on va voir Tosfot, dans tous les cas, il ne comprend pas comme ça la réponse d'Agmara. C'est l'Agmara, elle reste sur l'idée qu'on parle de toute cette variété, elle parle aussi d'un Yom Tov qui tombe un dimanche, qu'on a fait la shrita de la poule Yom Tov et que c'était un Yom Tov qui était précédé d'un Shabbat, et malgré tout, les œufs, ils vont être permis. Et la question est de savoir pourquoi. Parce que Agma a beau dire, ah oui, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, et les Chachamim, ils n'ont pas fait un décret sur quelque chose qui n'est pas fréquent. C'est pas un décret, ça devrait être interdit, puisque c'est ça, ils ont été préparés Shabbat.
Ok. Donc, ok, ok, ok. Donc, ok, je fais le premier tasvat qui dit l'Ixor Mishum année des Mityalan Beyomehen. Donc, ça veut dire, Agma avait demandé au début, elle avait dit donc comment ça se fait en fait que si quelqu'un fait la shkita d'une poule et trouve des œufs dedans et sont permis, on devrait les interdire en décret à des œufs qui sont nés le jour même, comme des œufs qui ont été pondus Yom Tov. Pourquoi est-ce que la Braïta, elle permet des œufs qui sont finis lorsqu'on les trouve dans le corps de la poule et elle les interdit une fois qu'ils sont pondus? On devrait les interdire aussi en tant que par décret. L'Agma, elle dit, déjà, elle utilise des décrets ici, ce qui est bizarre, ça devrait être interdit simplement au même titre que des œufs qui ont été pondus Yom Tov. Ok, mais on va voir. En tout cas, ce soit dit, donc l'Ixar Mishum Anar des Mityalan Biyomehen, ça veut dire on devrait interdire les œufs qui sont trouvés dans le corps de la poule à cause de ceux qui sont nés le jour même, qui sont nés Yom Tov. Et ça soit dit simplement, Ven Zexera l'Ixera, parce que ça ne serait pas un décret à cause d'un décret, ça veut dire, si on expliquait la Braïta d'un Yom Tov qui ne tombe pas un dimanche, en disant voilà qu'on va interdire les œufs qui sont trouvés dans la poule à cause des œufs qui sont nés à Yom Tov, même quand c'est un Yom Tov qui n'est pas précédé d'un Shabbat. Et donc ça, c'est un décret à cause d'un décret. Ça veut dire les œufs qui sont pondus Yom Tov qui n'étaient pas précédés par un Shabbat, normalement, ils devraient être permis. Ils sont interdits du fait qu'on a fait un décret qu'on interdit tous les œufs qui sont nés Yom Tov à cause d'un Yom Tov qui est précédé d'un Shabbat. Et à cause de ça, tu vas interdire aussi les œufs qui sont tombés dans la poule. Donc ça serait un décret à cause sur un décret. Ok, on ne le fait pas. Donc c'est pour ça que tu as dit non. La question de la Gemara, elle dit Ven Zexera l'Ixera, ça ne serait pas un décret à cause d'un décret. Parce que la question, elle est basée du fait que la Gemara, elle a compris que cette braïta qui parle de quelqu'un qui fait la shkita d'une poule et qui trouve des œufs dedans, ça parle d'un Yom Tov qui tombe dimanche, qui est précédé d'un Shabbat. Et donc, c'est pas que c'est un décret à cause d'un Yom Tov qui tomberait, etc., d'un Yom Tov normal à cause d'un décret d'un Yom Tov qui tombe après Shabbat. Non, on parle aussi d'un Yom Tov qui est après Shabbat. Et un dimanche. Donc, je lis Tasfot, il dit Ven Zexera. Donc, c'est Tasfot, c'est 3 lignes avant la fin de la page. Ven Zexera, l'Ixera, c'est pas un décret à cause d'un décret. Des moutons, leur clan de Yom Tov, parce que quand la Braïta dit que ces œufs qui sont trouvés dans le corps de la poule, on peut les manger Yom Tov. Mashma filou be Yom Tov de la Hara Shabbat, ça inclut même un Yom Tov qui tombe un dimanche, qui tombe après Shabbat. Et là, c'est sur ça, donc la question de la Gemara, elle est basée sur ça. Voilà, ces œufs-là, ils devraient être interdits. Selon ça, c'est même pas un décret, quoi. Ça devrait être interdit parce qu'ils ont été préparés le Shabbat pour le Yom Tov. Donc, bon, peu importe. Pour l'instant, il s'arrête pas sur cette question, à savoir pourquoi la Gemara dit que ce serait un décret. Mais c'est sûr que c'est encore plus difficile de comprendre la réponse de la Gemara quand la Gemara elle dit c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et les Chachamim, ils n'ont pas fait un décret. Donc, trouver des œufs terminés dans le corps d'une poule, c'est pas fréquent. Et les Chachamim, ils n'ont pas fait un décret sur ça. Alors, ça, c'est la réponse de la Gemara. Alors, la question, elle est évidemment, ça n'a pas de sens. Si jamais, en fait, les œufs, ils ont été trouvés dimanche dans la poule quand elle était finie, bah, c'est pas un décret, ils sont interdits parce qu'ils ont été préparés Shabbat. Et selon Rabbah, c'est interdit de la Torah, quelque chose comme ça. Donc c'est ça ce que toi tu vas dire ici d'une certaine manière, elle veut dire milita de l'oshkikaou. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc les Chachamim, ils n'ont pas interdit voilà, ces œufs qui sont trouvés dans le corps de la poule. Alors tu dis de cacher, c'est difficile. Dilma imlo shachata. Peut-être que si jamais on n'avait pas fait la shrita en fait de cette poule, Aïta noledet ayom, ça veut dire l'œuf ou les œufs, ils seraient tombés, quoi. Ils auraient été pondus le jour même puisqu'ils sont finis. Veimken, metmol gamrala, et donc depuis la veille ils ont été finis, c'est la veille qu'ils ont été finis. Vete aser, et donc ils devraient être interdits. Belo xera, sans aucun décret, au moins misafek, ça veut dire dans le doute. Ça veut dire ce qui veut dire le doute ici, c'est peut-être que les œufs ils n'auraient pas été pondus aujourd'hui, et donc peut-être qu'ils ne sont pas vraiment finis. Et donc, en fait, s'ils sont pas, ça veut dire grosso modo, c'est si la poule, elle avait vécu, peut-être que les œufs, ils n'auraient pas été pondus aujourd'hui, ils auraient été pondus le lendemain. Et comme la règle, elle est que tout œuf qui est pondu un jour, il a été fini la veille. Donc, ça veut dire, en fait, que peut-être, en fait, ils ont été finis aujourd'hui et pas hier, donc il n'y a pas de préparation. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire au moins, mais ça fait, quoi. Mais je pense qu'il veut dire, une fois qu'ils sont finis, moi, je pense que c'est plus qu'un ça fait, quoi. Moi, j'avais un problème sur le mot ça fait, mais on va dire, le ça fait, ça veut dire parce que peut-être qu'ils auraient été pondus le lendemain. Et donc, ça voudrait dire qu'ils ont été finis aujourd'hui et pas hier. Mais en tous les cas, au moins, puisqu'ils sont finis, on va dire au moins, il y a un doute
que voilà, ils auraient été pondus et donc ils auraient été finis la veille. Et donc c'est le cas normal de quelque chose qui a été préparé Shabbat pour Yom Tov et c'est interdit d'après la Torah, selon Rabbah, c'est pas un décret. Donc qu'est-ce que la Gemara répond? Elle dit non, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et les Chachamim, ils n'ont pas fait de décret. Tu vois. Alors, alors Tosfot, il va donc, donc c'est une question, on va dire, ok. Donc Tosfot, il va répondre, et donc il va répondre du Yesh Lomar, et au lieu de dire les Mahar de l'Onoldu à l'écart, donc du fait qu'ils sont pas nés aujourd'hui, ça veut dire, voilà, c'est sûr qu'on va dire, les œufs, ils auraient dû être pondus, ils auraient pu être pondus aujourd'hui, si jamais la poule, elle avait vécu assez longtemps. Mais comme ils ne sont pas nés, à l'écart, Klokashiv Gumar, ça ne s'appelle pas qu'ils ont été finis. Et donc, en fait, l'œuf, il aurait été préparé depuis Shabbat pour aujourd'hui. Après, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Au Yerushalmi, Pligi Béa, et dans le Yerushalmi, il y a une discussion à savoir, en fait, pourquoi ça serait ça, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens, etc. Donc, voilà, donc je vous ai ramené, si vous avez le Yerushalmi, voilà, on va voir ce qu'il dit. Et, 2 secondes, je vais essayer, je vais chercher si j'arrive. 2 secondes. 1 seconde. Une seconde, ça. Zoomer. J'arrive, je fais une manip. Voilà. Donc ça, c'est le Yerushalmi. On nous dit, donc, Betsa Shenalda Beyam Tov. Ok, donc là, ok, je lis simplement ce que. Donc c'est le début, c'est vraiment le début de Yerushalmi sur la Mishnah. Marqué Betsa Shenalda Beyam Tov, etc. Mata Amon de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai qui permet donc cet œuf qui est conduit Yom Tov? Mouchenet Yagavima, elle était, on dirait, elle était Mouchan. C'est pas Mouksé parce que la mère n'était pas Mouksé. On va dire c'est pas notre sujet, mais on va dire qu'on parle d'une poule qui était faite pour être mangée. Et donc, comme la poule, elle était faite pour être mangée depuis la veille, et qu'il y avait les œufs, ils étaient dedans, ou les œufs, même si elle va les pondre, ils faisaient partie de la mer, quoi. Donc, en fait, ils sont pas mouxés, quoi. C'est ça l'opinion de Bet Shammai qui permettent de manger le Yom Tov. Et la Gemara dit Mata Aman de Bet Hillel, quelle est la raison de Bet Hillel? Na'asid ke mouxé chez Yavash velo Yadabo. Ok, ça veut dire c'est devenu comme du mouxé, que quelque chose qui s'est asséché, il ne le savait pas. Peu importe, c'est pas notre raison de savoir qu'est-ce que les Yerushalmi veut avec ça, parce que tu vois, c'est pas ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut dire c'est mouxé parce qu'a priori c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de la poule, voilà, parce que voilà, c'était déjà depuis la veille, on va dire, c'était déjà quelque chose qui s'était asséché, j'en sais rien. C'est pas vraiment le sujet de savoir quelle est l'explication du Yerushalmi par rapport à Bet Shammai, par rapport à Bet Hillel. Ok. En tout cas, avec moi, elle dit c'est Ilou, Mouksé chez Yavash, Velo Yada, Bo, Shema, et no Assour. Est-ce que du Mouksé, quelque chose qui était devenu sec, ça veut dire immangeable, et qu'on ne le savait pas, n'est-ce pas que c'est interdit? Voilà. Bref, quelle que soit l'idée, c'est que le principal, ce qui nous intéresse pour l'instant dans cette histoire du Yerushalmi, c'est simplement qu'ils pensent que c'est un problème de Mouksé, comme la Gemara l'avait dit au début, voilà, pas que c'est un truc de Hachana. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. La Gemara, donc, en tout cas, ce qui intéresse Tosfot, ce que Tosfot il cite, c'est la suite du Yerushalmi. La Gemara, donc, elle pose la question de cette histoire de celui qui fait la shrita d'une poule et qui trouve dedans des œufs. Si quelqu'un fait la shrita donc d'une poule au matzah betor habetzim, il a trouvé à l'intérieur des œufs, afal big et mourot, même s'ils sont finis, ils sont permis. Et donc la question, elle serait de dire comment ça peut être permis selon Beth Hillel, puisque voilà, c'est mouxé, puisque c'est quelque chose qui était yavesh, c'est quelque chose qui s'est asséché, qui ne fait plus partie du corps de la poule. Et donc voilà, donc il devrait être mouxé au même titre que les œufs qui sont pondus en top. Alors, elle va dire, ok, donc sur ça, le Yerushalmi, il veut dire ce que Tosfot il veut dire, qu'en fait, s'il y a quelque chose qui est préparé, le Yerushalmi ne parle pas de Hachana. Parce qu'on voit, il n'a pas mentionné la raison de Rabbah comme Hachana, mais Tosfot il veut utiliser la svara que le Yerushalmi veut dire pour mouxé, il veut l'utiliser pour Hachana. Parce que ce que le Yerushalmi va dire, il va dire en fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe au moment de la naissance qui fait que ça devient mouxé, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, ça serait quoi la logique derrière? C'est donc Rabbi Hanania et Rabbi Mana. Donc, c'est une discussion entre Rabbi Hanania et Rabbi Mana. Khadamar, il y a un a dit, on ne sait pas qui dit quoi, mais
Dans un Hadamar, il y en a qui a dit l'odometa machilata mibifnim, eta machilata mibachutz. Ça veut dire, il y en a un, il a dit le goût, ça veut dire un œuf qui est pondu, il n'a pas le même goût qu'un œuf qui n'est pas pondu. Et ça veut dire qu'une fois qu'il est pondu, ça veut dire, a priori, le sens, ça voudrait dire que quand il n'est pas pondu, l'œuf, moi j'ai jamais l'expérience, j'ai jamais été faire manger un œuf, je sais pas, peut-être que. Donc normalement, il devrait avoir un goût plus de viande, quoi, qu'un œuf pondu. Qui aurait moins, ouais, c'est très difficile à croire, mais ça veut dire, encore une fois, on pourra contredire les Yerushalmi que si jamais on fait l'expérience. Comme dit moi, eux, ils avaient des fermes, donc s'ils le disent, c'est que c'est vrai, on est obligé, en tous les cas, du croire, quoi. Donc, voilà, ça nous paraît bizarre, je suis d'accord que ça paraît très étrange de dire ça, mais jamais la traduction des mots, c'est ça, c'est le goût, en fait, de l'œuf, ça veut dire de l'intérieur, il n'est pas le même que de l'extérieur. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Parce que tu veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Donc, c'est pour ça que tu es obligé de dire, a priori, que ça veut dire, il a plus un goût de viande à l'intérieur qu'un goût de viande à l'extérieur. Et donc, si on prend la Yerushalmi, que lui, il parle de Mouktsé, ça voudrait dire, et donc, c'est pour ça que tant qu'il est retrouvé dans le corps de la poule, même si jamais il est entièrement fini, il serait considéré encore comme non Mouktsé, parce qu'il fait partie du corps de la poule. Tu vois, même selon Beth Hillel, que normalement il pense qu'un œuf il est mouxé, parce qu'il s'est séparé de la mère, mais voilà, la mère elle n'était pas mouxée parce qu'on parle d'un oiseau qu'on voulait manger. Et ici, tant qu'il n'est pas sorti du corps de la poule, a priori, bien que le Yerushalmi ne dit pas que c'est un goût de viande, on va rajouter ça de la suite, on a l'impression que c'est ça ce que ça veut dire en tous les cas, ou en tout cas la logique voudrait que ça veut dire ça. Ça veut dire en fait ça a plus un goût de viande, et donc ça serait comme faisant partie du corps de la poule. Qu'à l'extérieur, où à ce moment-là, une fois qu'il est pondu, le goût il change et ça devient un œuf qui a plus. Voilà. Donc c'est là où est-ce qu'il devient mouxé selon Beth Hillel, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où il change de goût et donc il devient un objet différent. Et donc c'est pour ça qu'il devient mouxé. Maintenant, selon Tosfot, ça veut dire si on veut appliquer ce que le Yerushalmi dit chez nous, Tosfot, il voudrait dire qu'en fait, ça voudrait dire comme ça. Ça voudrait dire que selon Rabbah qui dit qu'il y a un problème de préparation de l'œuf, en fait, dans le corps de la poule pendant Shabbat, ça veut dire, en fait, tant que l'œuf, il n'est pas pondu, alors c'est comme si, tu vois, c'est comme si c'est un muscle, on va dire comme ça, c'est un muscle de la poule qui grandit, et voilà, on peut manger une poule, même si jamais elle a marché pendant Shabbat, et que ses muscles, ils se sont agrandis pendant Shabbat. Ça ne s'appellerait pas que ça a été préparé pendant Shabbat pour Yom Tov, parce que ça fait partie du corps de la poule, c'est pas quelque chose. On a vu un truc comme ça, quoi. C'est ce que Rachid voulait dire, qu'il fallait rentrer un peu mouxé dedans, parce que sinon, ça marchait pas, quoi. Ça veut dire un truc que tant que ça fait partie du corps de la poule, on peut pas dire qu'il y a une préparation. Et ce qui va faire que l'œuf, il est séparé du corps de la poule, il est entier, etc., dans la poule. Oui, mais en fait, comme il a un goût, ça veut dire qu'il a un goût de viande. Donc, ça veut dire, en fait, où il a le corps, et donc, en fait, il est considéré comme étant encore faisant partie du corps de la poule. Par contre, une fois qu'il est né, c'est à ce moment-là où son goût, il change, et c'est ça ce qui fait que c'est une achana. C'est ça ce qui va faire qu'en fait, qu'il a été préparé depuis la veille, quoi. Ça veut dire, c'est-à-dire, bien que la naissance, elle a lieu pendant Yom Tov, et donc ça n'a pas eu lieu pendant Shabbat. Et donc, ça, c'est pas le changement de goût, on va dire, qui va rendre l'œuf interdit, selon Rabbah. Mais ça voudrait dire que le changement de goût, il fait. Ouais, c'est-à-dire, ce changement de goût, il a eu lieu grâce à quelque chose qui a été préparé Shabbat. C'est ce que ça veut dire. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu de changement de goût, donc ça veut dire, ok, donc il n'y a rien qui a été préparé Shabbat, puisque le corps de la poule, il était là, il a simplement grandi. Et à cet œuf-là, il a un goût de viande, donc c'est les parties du corps de la poule. Quand il sort, même s'il sort le Yom Tov et que donc il n'y a pas de problème, et que le changement de goût, c'est ça ce qui fait en fait qu'il est un. Donc ça, ce changement de goût, il est spécial. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose c'est un nouvel élément, et ça a été préparé Shabbat, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Et donc ça, ce que ça voudrait dire. Et ça, la Gemara chez nous, elle avait compris ça de manière évidente, et c'est pour ça que, si tu veux, c'est pour ça que la Gemara dit, non, si on devait interdire, ça aurait été que parce qu'on fait un décret. Et à cause d'un œuf qui est pondu, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et donc, cette chose qui n'est pas fréquent, on n'a pas fait de décret, quoi. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, je ne sais pas comment tu peux faire rentrer ça dans la Gemara chez nous, quoi. Je veux dire, pour moi, ça veut dire, parce que tu vois, il manque beaucoup de choses, tu vois, ça veut dire. Si c'est ça ce que la Gemara, elle veut dire, et pourquoi elle n'a pas dit, quoi.
Ok, donc ça veut dire, ça veut dire. Donc, en tout cas, ça, c'est ce que Tosfot il dit dans la première réponse, puis qui ramène les deux avis du Yerushalmi. Donc, le premier avis, c'est celui-là. Le deuxième avis, c'est, ça veut dire, donc c'est un avis, c'est encore une autre histoire. Chorana Amar, donc Chorana, ça veut dire l'autre, ça veut dire, puisqu'on a vu c'est Rabbi Chanina, Rabbi Mana, c'est pas qui dit quoi, donc Chorana Amar, l'autre a dit, donc c'est pas lequel a dit, mais un des deux a dit, Shena Nigmeret Laefroach Hachetetze Lachutz. C'est-à-dire, donc la traduction des mots, ça veut dire que un œuf qui est dans le ventre de sa mère, il peut pas donner naissance à un poussin, a priori. Et voilà, je sais pas, quand une fois tout ça, on va croire les mots du Yerushalmi, parce que non, je sais pas si c'est pas vrai, mais ça veut dire, il semblerait que si jamais tu fais la shkita d'une poule et que tu trouves un œuf dedans et que tu vas prendre cet œuf-là et que tu vas mettre sous une autre poule pour que un poussin il sorte, et miracle, il y aura pas de poussin qui va sortir. Je sais pas, si tu le mettais dans une couveuse ou un truc comme ça, il n'y aura pas de poussin qui va sortir. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut faire pousser. J'imagine que ça, on pourrait. Enfin, encore une fois, donc on n'a pas fait l'expérience contraire. Moi, j'ai pas de ligne de laboratoire avec une couveuse, ni de truc pour vérifier si c'est pas vrai. En tout cas, le Yerushalmi dit que, en fait, ça veut dire si tu prends un œuf qui est dans le ventre de sa mère et que donc qui a été sorti par la shrita, si tu le mets même à couver dans une autre poule, il ne va pas donner naissance lui-même à un autre un embryon. Il peut pas. Je suis d'accord, je suis sceptique moi aussi. C'est comme l'histoire du changement de goût. Mais tu vois, je peux pas. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que qu'on y fasse? C'est ce qui a marqué. Et comme je dis, je sais pas si on pourrait faire l'expérience, on verrait. Je sais pas. Et donc, en tout cas, chez Naligmat, les la route. Donc, ça veut dire ne peut pas donner naissance à un embryon. Ça veut dire un bébé, un oiseau, tant qu'il n'a pas été pondu. Et donc, pour mettre ça, donc, encore une fois, dans la question de la Gemara, ça voudrait dire, et donc, c'est pour ça que c'est Moukses, selon Beth Hillel, ça voudrait dire qu'un œuf qui est dans le ventre de sa mère, alors, même s'il est fini, etc., pourquoi est-ce qu'il est permis par la shrita de sa mère? C'est parce que comme il ne peut pas donner naissance à un embryon, un bébé, quoi, un poussin, donc, en fait, encore, il fait partie du corps de sa mère, c'est comme une sorte de, voilà, c'est une partie du corps de la mère. La preuve, c'est que, voilà, il peut pas, si on le couvre, il va rien sortir. Par contre, une fois qu'il est sorti, on pourrait le couver et l'enfant, il y aura un oiseau qui sort. Alors, à cause de ça, c'est ça ce qui fait qu'il est mouxé. C'est parce que là, c'est vraiment un nouvel objet, parce qu'il peut donner naissance à un autre oiseau. Et donc, par rapport à nous, maintenant, puisque tu ramènes ça chez nous avec l'histoire de la préparation de Rabat, il faudrait dire la même chose. Ça voudrait dire, qu'est-ce qui fait en fait qu'un œuf qui a été préparé en Shabbat ne peut pas le manger Yom Tov? C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi c'est quelque chose de nouveau qui a été préparé Shabbat? Parce qu'en fait, c'est un œuf qui peut donner naissance à un oisillon, tu vois, ça veut dire un truc. Et ça en fait un objet qui a été préparé Shabbat. Et c'est ça ce qu'ils ont interdit. Mais si jamais il ne peut pas donner naissance à un oisillon, à un truc, ça veut dire à ce moment-là, c'est comme s'il fait encore partie du corps de sa mère. C'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, il n'y aurait pas lieu, en fait, d'appliquer le principe, tu vois, de la préparation de Rabat, quoi. C'est ce qui va dire. Bref, ce que je veux dire, selon la deuxième réponse du Yerushalmi, en tout cas, on serait gagnant, hein, parce que comme tout le monde a des œufs, nous, qui ne sont pas fécondés, qui ne font jamais des oisillons, donc ça veut dire, en fait, que d'après tout le monde, ça serait permis, un œuf qui est né Yom Tov, en fait, un œuf d'aujourd'hui, serait permis d'après tout le monde, quoi. Tu vois, même, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, parce qu'à leur époque aussi, ça existait des œufs non fécondés, tu vois. Et c'est une super grosse taux Kimta, si j'imagine c'est la majorité des œufs déjà à leur époque. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, de toute façon, la Gemara, elle va en parler, hein, c'est qu'il y a des œufs fécondés, des non fécondés, c'est plus tard, hein, je me rappelle de ça, quand elle m'a dit ça, elle dit, bon, j'ai pas envie de, plus loin, c'est beaucoup plus loin. Elle en parle, je m'en rappelle. Et tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, ok, mais ça veut dire, en fait, ça veut dire que tout l'interdit, il est que, à moins qu'ils ont fait un xéra sur un œuf. Non, puisqu'on va ici qu'ils n'ont pas fait une xéra sur les œufs qui sont tombés qui sont dans le ventre de la mer parce qu'ils ne peuvent pas donner de bébé. Donc, ça veut dire clairement, c'est clair et net que sur un œuf non fécondé, il n'y aurait pas le décret, quoi. Ça serait permis, quoi qu'il arrive. Regarde, en tout cas, ça, c'est ce que les Yerushalmi veut dire, et que ça il va appliquer ce que les Yerushalmi dit au principe de la Chana de Rabat, bien que c'est pas marqué, en fait, dans la Chana de Rabat, et que tout ça, c'est ce que la Gemara voulait dire.
Ça veut dire, la Gemara, elle a posé la question. Je sais pas, ouais, tout ça, moi, je trouve ça complètement, tu vois, incroyable, quoi. Ça veut dire que la Gemara pose une question, elle dit, ah, mais on devrait interdire les œufs qui sont trouvés dans le ventre de la mer. Et la Gemara répond, non, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, hein, ils n'ont pas fait de décret dessus. Et tu te dis, oui, mais c'est pas un décret, ça devrait être interdit parce que ça a été préparé à Shabbat. Ah non, ça on le savait parce que c'est pas interdit à cause de ça, parce que ça change de goût quand il sort. Ou jamais il explique parce que ça change de goût quand ça sort du ventre de la mer. Et, ou bien parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que ça peut avoir un asillon, mais sinon, non, tu vois, mais si c'était ça tout ton dit cette réponse, tu vois, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. C'est comme si tu dis, ah, et malgré tout, on aurait dû faire un décret, mais non, comme c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, alors on n'a pas fait de décret. Tu vois. Ça fait quand même, tu vois, il manque beaucoup, tu vois, dans le livre, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est déjà, c'est assez étonnant, etc. Mais bon, à part ça, il y a plusieurs des remarques, pas des remarques très extraordinaires, mais ça veut dire, si on regarde, ça veut dire, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le Tosfot précédent, dans le Tosfot Vaya Baya Mashishi, où Tosfot, il avait posé la question, il avait demandé, si jamais, en fait, il y a le problème de Hachana de Rabbah, comment est-ce que nous, on peut cuisiner de Shabbat, de Yom Tov à Shabbat en faisant un Ouf Tafshilin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tu vois, c'est dans Tosfot d'avant de Vaya Baya Mashishi, ça veut dire en fait dans les Tosfot, si je regarde Tosfot normal, c'est, je ne sais pas en fait, pour expliquer, moi, je vais 2, 4, 6, 8, 10, je pense, 10e ligne dans les lignes moyennes de Tosfot. C'est quand on parle on n'est plus dans donc le Tosfot, pas le Tosfot précédent, quoi, le Tosfot avant précédent, le Tosfot Vaya Baya Mashishi. Si on prend, tu vois, donc dans les lignes moyennes de Tosfot, la 10e ligne, là-bas Tosfot, il avait posé une question, il avait dit Artema, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est en fait, tu vois, c'est la ligne où le mot il commence. Le début de la ligne c'est le mot Chashuva et le dernier mot de la ligne c'est Mevashlin. Et donc je vais essayer de compter les lignes que ça, 2, 4, 6, 8, 9e ligne. 9e ligne, je pense, des lignes moyennes, en partant du début du Tosfot, avec une ligne qui commence avec le mot Chashuva. Ouais, donc le mot Chashuva, le deuxième mot c'était, c'est pas que vous l'avez, tu vois, Tosfot il avait posé Artema, cependant c'est étonnant. Roïl vachana de Oraïda, puisque préparer de Yom Tov à Shabbat, c'est un interdit de Oraïda. Et Ofin, comment est-ce que nous on cuisine, on met vachelin, et voilà, on cuisine, on fait du bichoul, ça veut dire on cuit, on cuisine, Yom Tov et Shabbat, de Yom Tov à Shabbat. Vechitema, si tu vas me dire avec des rouf tafshilin, c'est parce qu'on fait rouf tafshilin. Vechiate takanta de Rabbanan, est-ce que un décret d'ordre rabbinique qui peut venir vers l'accord achana de Oraïda et enlever la préparation qui est interdite par la Torah, même si elle est faite par Hachem. Donc, à plus forte raison, si elle est faite par l'homme. Et sur ça, il avait répondu 2 réponses. Il avait répondu Benir Hachem des Rabbah Gouffé Azil et Tahamé, qu'il avait dit que c'est Rabbah, il suit sa raison à lui, que lui, il avait la svara de dire que Yom Tov, on n'avait jamais interdit de cuisiner parce qu'il peut y avoir des invités. En disant des Hitle Oil, Vei Mekal El Eouachin, que si jamais il y a des invités qui viennent, Chazélé, il pourrait leur donner, Ashtanami Chazélé, donc là aussi, ça veut dire qu'il pourrait leur donner, Filoulé Didan, et donc voilà, et donc c'est vous dire, lui, il veut dire que Rabbah, il n'y a pas de problème pour lui-même, parce que lui, il a cette logique de dire qu'en général, Yom Tov, on ne transgresse jamais l'interdit de cuisiner Yom Tov, parce que s'il y a des invités, on pourrait le donner aux invités, et donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y aurait pas d'interdit de cuisiner Yom Tov même comme ça, et donc c'est pour ça qu'on peut faire pour Shabbat. Mais ça, donc c'est ok, cette première réponse, a priori, elle ne nous concerne pas. Mais dans la deuxième réponse que Tosfot veut dire, il dit, va filo et didan nicha, il dit, même pour nous, qu'on n'a pas, on va dire, si on ne tient pas, nous, de ce principe de Rabbah qui dit que Yom Tov, on peut cuisiner autant qu'on veut parce qu'il pourrait y avoir des invités. Il avait dit cette réponse, il a dit, de kol davar afouy ou mevushal, que toute chose qui est cuisinée ou qui est mise dans un four, lo shayach be'achana, on ne peut pas appeler ça une achana, Sheno mechusar aktikun be'alma, parce que ce qui lui manque, c'est simplement un arrangement un peu, quelque chose, un petit arrangement, des mekara avachazele, puisque déjà avant, c'était apte à dire à être mangé. Voilà. Simplement, alors pourquoi dans un œuf c'est interdit? Ragabebetsa chez Udavar Khadash, simplement un œuf, comme c'est quelque chose de nouveau, chez Loya Baolam qui n'était pas dans le monde, Veloa Itarouyaklal mekara, et qu'on ne pouvait pas en fait la manger du tout avant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est interdit à cause de la Chana. Donc ça, c'est ce que Tosfot dit là-bas. Donc ce que je veux dire, c'est que ce Tosfot, en fait, c'est la deuxième réponse de Tosfot dans tous les cas, il s'y bat les Yerushalmi, quoi.
Parce que les Yerushalmi, il te dit en fait que l'œuf, quand il est trouvé dans le ventre de la poule, il est permis, il n'y a pas de hana, alors que tu vois, en fait, il est. Donc ça veut dire alors qu'il est mangeable. Sauf qu'elle te dit, voilà, mais quand il sort du ventre de la mer, alors là, il change de goût. Et c'est ça la hana. Donc tu vois, le changement de goût qui est entre le fait d'être pondu et pas pondu, ok, disons qu'on peut pas l'imaginer, mais c'est sûr que c'est pas plus que de cuisiner quelque chose ou tu vois, ça veut dire de le mettre au four. Donc, soit il avait dit non, mais il n'y a pas de hachana sur quelque chose qui était déjà mangeable avant, sauf que toi, tu fais que l'arranger en le cuisinant. Là, on voit du Yerushalmi clairement que l'œuf, il était mangeable et malgré tout, la hachana, et c'est pour ça qu'il n'y a pas hachana tant qu'il n'est pas pondu, et que la hachana, elle se fait au moment où est-ce qu'il est pondu. Qu'est-ce qui se passe quand il est pondu? Il change un peu de goût. Tu vois, ça, ça c'est déjà une chose, tu vois. Et même la deuxième réponse, quand il dit qu'en fait, ouais, la deuxième réponse encore, ça pourrait aller, de dire que ça peut donner c'est le fait de donner pour donner naissance à un embryon, ça veut dire un oiseau, ça en fait que c'est quelque chose de nouveau complètement. Ok, ça pourrait marcher. La deuxième réponse, elle pourrait marcher, tu vois, elle pourrait marcher vraiment. Bon, ok, disons. Ça, c'est déjà une chose, tu vois, on va dire, ok, c'est évident. Mais à part ça, tu vois ce que je veux dire, à part ça, ce que je voulais dire une autre remarque, quoi, c'est que la deuxième réponse, après ça j'arrête, mais c'est-à-dire que la deuxième réponse de la Gemara, du Yerushalmi, c'est sûr et certain, tu vois, c'est-à-dire que le Talmud de Babli, il discute sur ça. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, c'est la Gemara plus tard, hein, ça veut dire, pour dire, je vais simplement, c'est pas sorcier, hein, ça veut dire, je suis vers share screen, mais une seconde. Tu vois, c'est une Gemara dans Davav bientôt, quoi. Bientôt, ça dépend, dans Davav. Vous pouvez la voir si vous voulez dans votre Gemara. Hein. Et en fait, mais tu vois, c'est la Gemara, elle sort comme ça, out of the blue à un moment. Elle dit Amar Ravuna, elle dit, Amarav, au nom de Rav, Betsa Imyetziata Nikmeret. Ça veut dire un œuf, il est fini quand il sort du ventre de sa mère. Ça veut dire, alors, ça veut dire, c'est comme ça, c'est un statement comme ça qui sort out of the blue et que la Gemara même, elle ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, de quoi ça parle. Et elle m'a dit, Mai Inyetsi Atan Igmeret, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est finie quand elle sort du ventre de sa mère? Qu'est-ce qu'on va ici, tu veux dire Inyetsi Atan Igmeret, ou Muteret Locha Bechalav, c'est quand elle sort du ventre de sa mère, alors on peut la manger avec du lait. Abimé Ima Soa Locha Bechalav, est-ce que ça veut dire que quand elle est dans le ventre de sa mère, on ne peut pas la manger avec du lait? Vatania, et pourtant elle a été enseignée. Ashochet et Tarnegolet au Matsaba Bestim Gemurot. C'est le shochet qui est un shochet qui fait shkita d'une poule et il trouve des œufs finis dedans. Mutarot le Ohlan Bechalav, il peut les manger avec du lait. Donc ça, c'est aussi une question par rapport à l'histoire que c'est un changement de goût, etc. En tout cas, le changement de goût, il ne fait pas que ça passe du statut de viande à parvé, quoi. Ça veut dire, on voit que c'est devenu déjà parvé dans le ventre de la mère. Bref, tu vois, mais ça le Yerushalmi lui-même, il va poser la question. Ça veut dire, mais bon, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite, tu vois. C'est que la Gemara, elle continue, elle a dit, Imyetzi Adam Nigmeret, c'est simplement quand elle sort qu'elle est finie. Umuteret Lochlab et Yom Tov. Et c'est pour ça qu'on peut la manger Yom Tov. Ça veut dire que celui qui permet de manger un œuf Yom Tov, c'est-à-dire Bet Shammai, il permettrait qu'une fois que l'œuf il est sorti. Contrairement à ce que tu vois, ce qu'on dit jusqu'à maintenant, que quand c'est dans le ventre de la mère, c'est permis, ce serait le contraire. Ça serait de dire non, c'est selon Bet Shammai, il n'y a que Bet Shammai qui permet et que quand elle sort du ventre de sa mère. Alors, ça m'a dit c'est impossible puisque la Braïta a dit clairement le contraire. Tu vois, Abimeima Asura, alors là, Yom Tov, est-ce que ça veut dire donc si elle est trouvée dans le ventre de sa mère, on ne peut pas la manger Yom Tov? Vatania, Shochet et Tarnegolet, ou Matsaba Besim Gemurot, Mutarot, alors Yom Tov, si quelqu'un il fait la shrita d'une poule et il trouve des œufs pendant Yom Tov, il peut les manger Yom Tov. Ok. Le tu vois, ça veut dire, ok, donc bref, tu vois, je fais le ritema, mais j'espère que ça va vous embrouiller, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, je le fais quand même. Le ritema, si tu vas me dire, Kamashma de Braïta, Madilocha, Shminan de Matnitin, si tu vas nous dire, en fait, qu'on va nous apprendre dans la Braïta quelque chose, ça veut dire quelque chose qu'on n'aurait pas appris de la Mishnah, ça veut dire, et donc c'est ça aussi ce que le Rav, ça veut dire quand il dit qu'un œuf, il est fini dans le ventre de sa mère, un truc comme ça. Non, il voudrait dire, c'est pas ça, il veut dire, si tu vas me dire que la Braïta, elle parle en fait selon Beth Shammai, mais selon Beth Hillel, l'œuf, il est vraiment interdit, il reste interdit même dans le ventre de sa mère. Quelque chose comme ça, comme il est, ça veut dire, voilà, que c'est le Braïta qui permet les œufs quand ils sont trouvés dans le ventre de la mère, c'est comme Beth Shammai qui permet aussi quand il est pondu.
Tu vois, ça veut dire, ça vient nous apprendre dans la Braïta quelque chose qui n'était pas dans la Mishnah. Un ami Tanina, ça aussi, ça a été enseigné. Mais ça, chez l'Amda B'Yom Tov, Beshamayom Rim Teachel, Betel Rim Lo Teachel. Donc voilà, donc un œuf qui est né, un œuf qui est pondu Yom Tov, Beshamay dit tu peux manger, Betel tu peux pas manger. Vatkan Lo Peligi, et Beshamay ou Betilel et la Benolda. Ça, toute la discussion elle, quand l'œuf il est né. Aval le Meiman dit Vakol Sharian, mais quand il est dans le ventre de la mère, d'après tout le monde, il est permis. Ok, très bien. Et donc maintenant, la camarade se demande, tu vois, donc qu'est-ce que ça veut dire tu vois, je ne vais pas aller dans tous les Vechitema, etc., parce que ça ne change rien à la fin. Je saute. Et à la fin, l'Agma dit simplement ça. Elle dit, à la fin, donc après avoir dit, ok, selon comme si on peut les faire aussi les Vechitema, je ne sais pas, c'est ça. Grosso modo, ça reste la même chose qu'en fait, Beth Hillel, ils interdisent l'œuf qui est né, mais ils permettent quand il est dans le ventre de la mère, et Beth Shammai, ils permettent et quand il est dans le ventre de la mère et quand il est né. Et donc, l'Agma dit, donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rav, le Rav, la mémoire du Rav, je crois, Rav Kahana, quand il a dit que l'œuf, il est fini quand il sort le ventre de la mer, ça ne parle pas, a priori, des lois de Mouksé, de la Mishnah, ni rien. Et là, il dit exactement la même chose que le Yerushalmi veut dire, qu'un œuf, il peut donner naissance à un oisillon qu'une fois qu'il a été pondu. Mais que si jamais il y a un œuf qui était dans le ventre de sa mère, et qu'on essaie de le couver, il ne va pas donner naissance à des enfants, à des embryons, à des oiseaux. Bref. Les Maïnafkamina, quoi, ça veut dire, l'Agma demande, ok, l'idée c'est que si c'est comme l'Agma, elle pensait comme les Yerushalmi, c'est ça la raison de la halakha, et c'est pour ça que c'est pas mouxé, etc. Donc l'Agma, elle devrait dire, parce que l'Agma demande, à quoi ça sert? Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi est-ce que Rav, il nous dit qu'un œuf, il peut donner naissance à des oisillons qu'une fois qu'il a été pondu? Et l'Agma dit, les mécars ou même cas. C'est que si la nafkamina, c'est pourquoi Rav nous dit cette halakha, ça n'a rien à voir avec Mouxé ni rien, c'est si jamais quelqu'un il vend un œuf et que quelqu'un il voulait un œuf qui pouvait avoir des oisillons, il doit lui dire non, cet œuf il a été trouvé dans le ventre de la mère et donc si tu le couvres, il ne va pas pouvoir donner un oisillon. Tu vois, les mécars au même cas, tu vois, c'est ce que tu vois, pour dire, c'est la nafkamina de cette halakha, c'est quoi? C'est si quelqu'un il fait un achat de vente, que si quelqu'un lui dit BE des parquets allemands, que quelqu'un a des œufs, tu vois, ça veut dire qu'ils sont de cette ça veut dire qu'ils sont de cette époque, de cette espèce, parce qu'il veut que la mère elle puisse couvrir les œufs de cette même espèce. Il y a vous des shruta, il nous a donné un œuf d'un animal qui avait été trouvé quand on avait fait la shrita. Donc il ne pouvait pas avoir d'oisillon. Il a dit voilà, c'est une arnaque. Parce que voilà, toi, c'est sûr que comme tu avais montré la poule, tu voulais un œuf qui donne des oiseaux, et donc la vente, elle est annulée. Mais on voit bien que du fait que la Gemara, quand elle demande, elle ramène 6 heures de Rav, donc elle est d'accord sur le principe qu'un œuf, il peut donner un oisillon que quand il a été pondu, mais la Gemara, elle dit clairement, en fait, que c'est pas lié à la loi de Mouksé, que ça s'explique pas, parce que quand la Gemara, elle a posé la question, elle dit, mais à quoi ça sert de nous le dire? Et après avoir ramené la loi de Mouksé, avoir ramené l'histoire, cette même halakha qu'un œuf, quand il est trouvé dans le ventre de sa mère, même d'après Beth Hillel, il est permis, etc. Elle dit, mais alors pourquoi Rav nous a dit cette histoire-là? Donc, elle m'a dit, donc c'est pas ça ce que Rav il a voulu dire quand il a dit qu'un œuf il est fini quand il est dans le ventre de sa mère. Non, c'est pour dire oui, il veut dire qu'il ne veut pas avoir d'oisillon s'il n'a pas été pondu. Elle a dit à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Elle dit, c'est pour quelqu'un qui vend un œuf qui pour l'élevage et qu'il a vendu un œuf qui a été trouvé dans le ventre de la mère, alors ça veut dire que c'est une arnaque et la vente elle est annulée. Mais si c'était ça la raison pour laquelle Beth Hillel, ils permettent un œuf qui est trouvé dans le ventre de la mer. L'Agma n'a pas dire qu'est-ce que Rav vient nous dire, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner. C'est ça, il vient nous expliquer la raison de la Braïta, il vient expliquer la différence entre un œuf qui est pondu et un œuf qui est mouxé et un œuf qui n'est pas pondu, qui n'est pas mouxé parce qu'il ne veut pas donner d'oisillon. Donc c'est clair, tu vois, pour moi, c'est clairement évident que le Talmud Bavli, il tient pas cette raison de dire que la halakha et qu'un œuf qui est dans le ventre de la mer, il est mouxé parce qu'il peut donner naissance à un oisillon. Voilà, parce que clairement, elle se demande, au début, elle essaye de faire le lien, en disant peut-être c'est ce que ça vient nous apprendre, que l'œuf, il est interdit. Au contraire, elle voulait dire, il est interdit une fois qu'il est né, etc. Et à la fin, elle dit non, ça veut dire, comme les Yerushalmi dit qu'il peut donner naissance qu'une fois qu'il est sorti du ventre de la mer. Mais l'Agma, elle dit, après ça, elle ne relie pas du tout ça à la souga de Mouxé, etc., au point où elle demande à quoi ça sert cet enseignement. Elle trouve une raison à cet enseignement que dans le cas d'un cas de vente de quelqu'un qui vend une poule, un œuf pour l'élevage. Donc, c'est bien qu'Agma ne pense pas que c'est ça la raison, tu vois.
Ça, je veux dire, voilà, c'est tout ce que je veux dire, tu vois. J'imagine qu'il y a des autres qui ont dû poser la question, mais ce que je veux dire, pour moi, ce qui est étonnant, c'est déjà si ce que la Gemara voulait dire, c'est ce que Tosfot dit, ce que les Yerushalmi dit, tu vois, ça veut dire, elle aurait dû le dire, quoi, grosso modo. Elle n'aurait pas dû dire, elle pose la question en disant, ah, mais pourquoi, alors, si on a trouvé des œufs qui étaient dans le ventre de la mer, pourquoi est-ce qu'ils sont permis? La Gemara aurait dû dire, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de hachana, tant que l'œuf, il n'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il change de goût ou parce que maintenant, il peut donner naissance à un oisillon. Et la Gemara, elle ne dit pas ça du tout. Elle pose la question et après, elle dit non, c'est quelque chose qui est hyper fréquent, donc ils n'ont pas voulu faire un décret. Donc, tu vois, ça veut dire, avant de dire, Tosfot, il a raison de poser la question, de dire, oui, mais avant de dire pourquoi on n'a pas besoin d'un décret, ça devrait être interdit de facto parce que ça a été préparé la veille de Shabbat. Est-ce que Tosfot, il dit, ça fait sens, mais le problème, c'est que si c'est ça ce que la Gemara voulait dire, elle aurait dû le dire, tu vois. Et en plus de ça, ça veut dire, elle aurait dû le dire, grosso modo, c'est un problème. Et à part ça, on voit bien, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le Talmud Bavli, il ne tient pas à cette raison de dire que la raison pour laquelle on permettrait à un œuf, quand il est trouvé dans le ventre de sa mère, c'est parce qu'il peut pas avoir des oisillons, et qu'à cause de ça, il serait pas, pour une raison ou pour une autre, il n'y aurait pas de hachana à cause de ça. On voit bien que le Talmud, l'Agma ne le pense pas, puisque quand l'Agma ramène cet enseignement, elle n'arrive pas à trouver un sens à cet enseignement, après avoir essayé de le faire rentrer dans la Mishnah, jusqu'à ce qu'elle dise non, c'est uniquement pour nous, dans le cas de vente, quelqu'un qui vend un œuf pour l'élevage, et s'il vend un œuf qui est trouvé dans le ventre de sa mère, c'est une vente qui est non valide. Tu vois, c'est pour ça que Rav il a dit cet enseignement. Il demande Maïnaf Kamina, pourquoi nous l'enseigne? Pour ça. Si c'est ça la raison qui explique la halakha comme un fondamental qu'on est en train d'expliquer, que l'Agma vient de citer, et qu'elle a explicité de dire que Beth Hillel, il permet complètement un œuf qui est dans le ventre de sa mère, ben, on a besoin, Rav, il a besoin de nous dire cette raison qui n'est pas du tout évidente, de nous dire, voilà, c'est pour ça que c'est permis, parce que c'est pas considéré comme un objet nouveau, parce que ça va nous donner naissance à un embryon, tu vois, et l'Agma, elle dit pas ça, donc ça veut dire, elle tient pas de cette explication. Ça, c'est la première chose. L'autre remarque, comme j'ai dit, c'est que selon ce que Tosfot, il a dit que la raison pour laquelle on peut faire Eruv Tafshilin, c'est parce qu'en fait, et qu'on peut cuisiner de Yom Tov à Shabbat, ça s'appelle pas préparer, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est déjà apte à être mangé, mais qu'on fait simplement l'arranger. On lui change sa forme, on le rend un peu meilleur ou quelque chose comme ça. Donc, selon ça, si tu veux, cette raison-là, on va dire, elle peut pas suivre le Yerushalmi qui dit que un œuf, selon l'avis qui dit qu'un œuf, qui est dans le ventre de la mer, il est permis parce qu'en fait, il n'a pas changé de goût et que quand il est né, il y a un changement de goût. Et c'est ça ce qu'il interdit parce que c'est ça ce qui fait qu'il a été préparé la veille de Shabbat. Enfin, qu'il a été préparé pour de Shabbat à Yom Tov, puisque selon ce qu'il a dit, selon Tosfot, quand il parle de Eruv Tafshilin, un changement de goût, ça ne devrait pas être quelque chose qui serait interdit, même s'il a été préparé depuis la veille, quoi. Donc, tu vois, ça ne peut pas être le changement de goût qui entraîne l'interdit, quoi, puisque ça, c'est pas une préparation. Donc, je sais pas, tu vois, le truc, c'est que Tosfot, il vient de le dire juste avant, il n'a pas vu ça comme un problème. Ouais, moi, ça veut dire, pour moi, je vais avancer, mais ce que je veux dire, pour moi, la lecture plus simple de la Gemara, c'est ni comme Rashi ni comme Tosfot, c'est plus simple, c'est de dire que la Gemara, elle avait posé elle parle pas, elle pensait que, je pense que la Gemara, moi j'aurais dit comme ça, et peut-être même moi je pense que la Gemara, elle reste sur ça dans la conclusion, c'est que selon Rabat, ça veut dire, si jamais quelqu'un il fait la shrita d'une poule, le Yom Tov qui tombe dimanche, et qui trouve des œufs dedans, ils sont interdits. Et ça, la Gemara, elle avait ça compris ça, que c'était évident, quoi, puisque c'est des œufs qui ont été préparés de Shabbat à Yom Tov, et qu'elle avait compris, donc, quand la Braïta, elle dit que quelqu'un qui fait la shrita d'une poule qui trouve des œufs pendant Yom Tov, ça parle d'un Yom Tov qui, en fait, n'était pas précédé d'un Shabbat. Et donc, la raison pour laquelle ça devrait être interdit, c'est à cause d'un décret, à cause des autres œufs, puisque Rabat, il venait de dire, son principal chidouche, c'est de dire, en fait, l'interdit de base, c'est uniquement quand un Yom Tov, il est précédé par un Shabbat ou vice-versa, parce que tu as préparé la veille un Shabbat pour Yom Tov et c'est interdit. Mais on interdit tous les Yom Tov à cause du Shabbat qui est précédé, à cause du Yom Tov qui est précédé d'un Shabbat. C'est à cause d'un Yom Tov qui tombe un dimanche, on interdit tous les œufs qui sont pondus Yom Tov. Et sur ça, la Gemara demande, mais voilà, mais si on interdit en fait les œufs qui sont pondus Yom Tov, donc même si ça tombe pas un dimanche, alors on aurait dû interdire aussi, si jamais on fait la shrita d'une poule et qu'on trouve des œufs dedans, un Yom Tov qui n'est pas dimanche. Tu vois. Et sur ça, la Gemara, puisque là, ça serait interdit que parce qu'il y a un décret. Ça veut dire, comme on parle d'un Yom Tov qui n'est pas précédé d'un Shabbat, donc ça serait interdit que à cause d'un décret. Mais toi, Rabat, tu as dit qu'on a fait ce décret, qu'on interdit tous les œufs qui sont nés Yom Tov, quel que soit le Yom Tov, à cause d'un Yom Tov qui tombe un dimanche. Donc on aurait dû étendre le décret aussi à des œufs qui sont trouvés dans le corps de la poule.
Et sur ça, la Gemara répond, elle dit non, trouver des œufs dans le corps de la poule, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, ils n'ont pas fait de décret, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, pour moi, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi ni Rashi ni Tosfot, ils sont expliqués la Gemara comme ça. Alors que ça me paraît beaucoup moins, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est beaucoup plus straightforward, tu vois, je ne sais pas exactement, tu vois. La seule difficulté qu'il y a là-dedans, c'est ce que Tosfot dit, c'est que comme la Braïta, elle dit quelqu'un qui fait la shrita d'une poule Yom Tov, il peut manger les œufs, et la Braïta, elle n'a pas spécifié qu'on parle d'un Yom Tov qui n'est pas dimanche, alors ça semble dire que même le dimanche, ça serait permis. Ok. Ouais, je veux dire, ok, ça veut dire, ok, je veux dire, I don't know, tu vois, pour moi, c'est pas la fin du monde, c'est Rabat, ils pensent que non, que ça parle d'un Yom Tov qui est pas dimanche, je veux dire, ok, en tout cas, ok, mais c'est ça ce qui les a bug, ça veut dire, c'est sûr que c'est ça ce qui les a dérangés, et à cause de ça, ils ont voulu dire que selon Rabat, même si ça tombe dimanche, c'est permis, et donc ils ont, tu vois, ce soit dans tous les cas, il a pris les raisons du Yerushalmi qui ne sont pas mentionnées du tout au niveau de la Chana de Rabat, je répète, hein, ça veut dire, Yerushalmi, il a dit ça par rapport à Mouksé, il a voulu dire, en fait, non, c'est pas Mouksé, parce que c'est pas un nouvel, selon Yerushalmi, on l'a fait, hein, ça veut dire, je peux le remettre, tu vois, le Talmud Yerushalmi, il n'est pas surtout en train d'expliquer la Chana de Rabat ni rien, il est en train d'expliquer Mouksé, il dit que c'est un truc de Mouksé parce que c'est quelque chose qui s'est séparé du corps de la mère, et donc c'est pas Mouchan avec la mère. Et sur ça, la Gemara dit alors ça devrait être interdit même s'ils sont trouvés dans le corps de la mère. Et sur ça, la Gemara, le Yerushalmi, non, si ça change de goût, donc en fait, grosso modo, ça voudrait dire que c'est le même goût que la viande. Donc c'est pour ça, en fait, que tant que c'est pas né, c'est pas considéré comme quelque chose qui est séparé du corps de la mère. Et l'autre avis, c'est de dire non, comme ça ne peut pas donner naissance à un autre embryon, un autre oiseau, un autre oisillon, donc ça fait encore partie du corps de la mère. Je pense, tu vois, mais ça ne parle pas du tout de Achana. Tu vois, c'est-à-dire, rajouter ça sur Achana, c'est déjà, ça contredit ce que Tosfot lui-même il a dit en ce qui concerne le Yevuf Tafshilin. Et tu vois, et bref, tu vois, je veux dire, c'est un stretch, tu vois, je veux dire, tu vois, pourquoi ça serait une Achana que si jamais ça peut donner naissance à un embryon, à un autre oiseau, tu vois. Et comme je dis, tu vois bien que le Talmud Bavi, dans le Davav, il a clairement pas pensé ça. Il a nettement dit qu'il n'est pas d'accord, tu vois, ça veut dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, par la suite, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ouais, voilà, moi, okay, bref, je ne vais pas continuer au Shalmi, j'avance. Voilà. Ok, donc voilà, j'avance un petit peu, j'avance la Gemara. Donc là, on va voir comment dire, la théorie number 3, donc, qui est plus courte que celle de Rabat. Donc c'est Rav Yosef, on va voir, il y a encore deux autres après, donc il y a 4 interprétations à la fin. Donc je suis l'avant-dernière ligne de la Gemara, voilà, voilà, avant-dernière ligne de la Gemara, donc Rav Yosef. Rav Yosef Amar, donc Rav Yosef il a dit Xera Mishum Perot Anoshrim, c'est à cause c'est un décret ça, on aurait interdit les œufs qui sont pendus Yom Tov à cause des fruits qui sont tombés pendant Yom Tov. C'est-à-dire que donc, l'idée c'est quoi? C'est que les fruits qui sont tombés pendant Yom Tov, ils sont mouxés de peur que, c'est un décret en lui-même, de peur que quelqu'un il va aller les cueillir Yom Tov. Parce que cueillir Yom Tov, c'est interdit, ou d'après la Torah ou dans le rabbinique, c'est pas très très clair, mais bon, on va dire, ça veut dire, ouais, on peut dire que c'est de la Torah, comme ça, tout le monde est content. Sinon, ça devient très compliqué. Ça veut dire, c'est même pour expliquer la Souria, quoi, ici. Ça veut dire, parce qu'en fait, l'idée, c'est que, pour expliquer en 2 mots, c'est que dans les lois de Yom Tov, ça veut dire, tout ce qui est pour la nourriture, c'est permis. Mais en fait, on permet qu'à partir de, je ne sais plus de quelle mlacha, je ne sais pas si c'est Shrita ou j'ai oublié c'est quelle mlacha, enfin, l'Isha, à partir de l'Isha, à partir de ce qui est pétrir la farine. Donc, tout ce qui est avant, c'est interdit. Ça veut dire, voilà, normalement, tu ne peux pas, tu vois, ça veut dire, même si quelqu'un veut moudre, par exemple, du café Yom Tov, il y en a qui permettent, etc. Mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, en tout cas, il y en a qui pensent que c'est interdit de la Torah, quoi, parce que ça reste, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie d'entrer à la là, mais ça veut dire, a priori, les mlachot qui sont avant le fait de pétrir, ils sont interdits à Yom Tov. Est-ce que c'est interdit de la Torah ou interdit d'ordre rabbinique? C'est pas clair. Si c'est d'ordre rabbinique, on va avoir un problème ici. Donc, tu vois, donc, mieux vous dire que c'est de la Torah. Parce que je suis pourquoi? Parce que ça veut dire l'idée, ça veut dire que normalement, c'est à cueillir, parce que l'idée, grosso modo, ça veut dire comme ça, c'est est-ce que aller cueillir un fruit d'un arbre, ça veut dire Yom Tov, est-ce que c'est interdit de la Torah ou pas? C'est ça l'idée, c'est parce que comme tu le fais pour manger, donc si tu dis que les mlachot, quand la Torah elle a permis tout ce qui est pour la nourriture, alors ça veut dire que c'est que d'ordre rabbinique, tu vois, puisque même comme c'est une mlacha pour manger, c'est que ce mitzvah est assez permis, et voilà, et bien qu'on interdit ces mlachot
Donc, ça serait en soi un décret. Donc là, après ça, tu vas dire, donc maintenant, pour expliquer l'histoire des fruits qui sont tombés, c'est que les Chachamim, ils ont interdit les fruits qui sont tombés de l'arbre tout seul pendant Yom Tov, de peur que quelqu'un, il va aller venir les cueillir, si jamais avant qu'ils tombent. Et donc, et ici, la Gemara, elle va dire, et on a interdit les œufs qui sont pondus, parce que ça ressemble à des fruits qui sont tombés de l'arbre. Donc, bien que ici, tu ne peux pas aller cueillir, même si tu vas prendre un œuf de l'intérieur du ventre de la poule, tu ne vas sûrement pas faire un interdit quelconque, parce qu'il n'y a pas de mélacha, j'imagine. Tu vois, ça veut dire, je ne pense pas qu'il n'y avait pas de mélacha, je ne pense pas que c'est une mélacha, bien que, moi, je ne pense pas, franchement. Voilà, ça veut dire, ok, ça en soit un problème, mais disons, j'en sais rien, tu vois, ça sera encore une autre question, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'il y aurait, parce qu'en fait, l'œuf, quand il est dans le ventre de la mère, en fait, il y a une période où il est entouré avec les nerfs, mais et là, j'imagine que si on venait le prendre, il y aurait peut-être une melacha, même l'islam, c'est que des rabbanan. Enfin, peu importe, ça veut dire, disons tout ça, je ne vais pas trop rentrer dans ça pour l'instant, en tous les cas, ça veut dire, l'idée, c'est que tout ce qu'il faut retenir, c'est que donc, les fruits qui sont tombés Yom Tov sont interdits en rabbinique, ils sont mouxés, de peur qu'on va les cueillir pendant Yom Tov. Et on a interdit les œufs qui sont pondus pendant Yom Tov, parce que ça ressemble à des fruits qui sont tombés Yom Tov. Et, okay, donc ça, c'est ce que Rav Yosef dit. Rav Yosef Amar, donc j'ai fait dans les mots, Rav Yosef Amar, Xera Mishum Perot Anashrim, c'est un décret à cause des fruits qui tombent de l'arbre pendant Yom Tov, qui sont mouxés eux-mêmes par décret, du peur qu'on va venir à les cueillir. Et donc sur ça, Abaye dit, Amar le Abaye, donc Abaye lui a demandé, Perot Anashrim, les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov, pourquoi ils sont interdits? Ta'amama, et pour quelles raisons sont-ils interdits? Xera, c'est un décret, Shema Ya'ale ve'yiklosh, de peur qu'il va monter et qu'il va les cueillir. Donc c'est en soi un décret. Higufa Gezera, donc ça veut dire les fruits qui sont tombés de l'arbre, c'est déjà un décret de peur qu'il va venir les cueillir. Vana Nikum Venixor Gezera, et toi tu vas interdire les œufs qui sont pondus parce que ça ressemble à des fruits qui sont tombés. Alors que la raison du décret n'est pas valable dans l'œuf, comme on a dit, a priori on ne peut pas cueillir un œuf d'une poule, quoi, ça ne s'appellerait pas cueillir, d'une raison pour une autre. Tu vois, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que mais en tout cas, a priori, c'est que la raison, en tout cas, a priori, la raison de la xéra, elle est pas nécessaire, elle n'existe pas dans l'œuf, et donc ça serait un décret pour un autre décret, ce serait un décret de l'œuf à cause des fruits, alors que les fruits, c'est eux-mêmes un décret de peur qu'il va venir monter sur l'arbre et cueillir là, les fruits. Donc, Vegufa xéra, Vanan nixor, Nikum venixor, xéra, l'exéra. Est-ce que donc c'est en soi un décret, et nous, on va faire un décret pour un autre décret? Sur ça, la Gemara dit, Kula xéra, tout ça, c'est un seul décret. Et ça veut dire, a priori, d'une manière technique, ça veut dire grosso modo, bien que, en fait, c'est pour ça que je dis, a priori, c'est très difficile de dire que c'est un seul décret, vu que la raison qui est invoquée dans le cueillir, elle n'existe pas dans l'œuf. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire, on va dire, Bal et Batish, ça veut dire, pour donner une traduction à la Gemara, ça veut dire, ils ont fait le décret en même temps. Et donc, même si en fait c'est deux décrets séparés, c'est clairement pas possible de dire que c'est le même décret, mais ça veut dire que ça a été fait en même temps, et donc le problème de xéra, l'exéra, il ne s'appliquerait pas, quoi. Ça veut dire que tout ça, ça va être débattu, j'imagine, tu vois, je sais pas si Rachid a sorti d'en parler, mais ça veut dire beaucoup, ça veut dire, parce que tu vois, voilà, donc, moi, le problème que j'ai, c'est que même de cueillir un arbre, un fruit, le Yom Tov, a priori, c'est aussi un xéra, donc, puisque Midoraita, ça serait permis si c'est aucun effet. Donc, tu vois, quoi, c'est un décret, c'est un autre décret. Mais, tu vois, bref, on va voir. Tu vois, Rachid, il va pas dire ça. Donc, je fais Rachid sur ça, et après, je vais laisser tranquille. Donc, Rav Yosef Amar. Donc Rav Yosef, il dit, ok, donc Rav Yosef Amar, Ta'amad, donc, le dernier Rachid, la page Bet Amoud Bet. Rav Yosef Amar, Ta'amad de Betsa, Betar Negolet, Aomedet la Chila ou de Okimna. Donc, il dit, Ta'ama, ça veut dire la raison dans laquelle, donc, pourquoi Bet Shammai, ils interdisent, ça parle d'un oiseau qui était fait pour être mangé, qui est de Okimna, comme on l'avait déjà dit. Et donc, pourquoi Bet Hillel disent que c'est interdit, puisqu'en fait, voilà, normalement, l'œuf, il devrait être non mouxé du fait que la mère n'était pas mouxée. Ou Bet Hillel de Askre, et pourquoi Bet Hillel, ils interdisent, Mishum Perot Anoshrim, Mina Ilan, Beshabbat, à cause des fruits qui tombent de l'arbre le Shabbat.
Vekasaka datar, et il vient nous monter à l'esprit. Hashtag Xera Mishum Perot Anoshrim, Delo Lichlinu, que c'est un décret qu'ils ont fait à cause des fruits qui sont tombés, que normalement, on ne peut pas manger l'œuf, on peut pas manger l'œuf. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi c'est nous monte à l'esprit. A priori, je pense que je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, d'accord. Tous les cas, il nous monte à l'esprit que c'est ça l'histoire. Le dalet, c'est quoi? Ok. Donc, en tous les cas, c'est à cause des fruits qui sont tombés. Voilà, avec Asakadatin d'Ashta d'Exera ou Mishum Perot Anoshkin de l'Olachinu. Donc, c'est un décret à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre qu'on ne peut pas les manger. Des Hanami, les Perot Anoshkin Minailan Damia, parce que ça aussi, les Perot Anoshkin par rapport, ça ressemble à des fruits qui tombent Minailan de l'arbre Damia, ça ressemble. Shav Zupiri Anosher, parce que ça aussi, c'est un fruit qui tombe. Déjà. L'œuf qui tombe de la poule, c'est un fruit qui tombe. Donc, après, il cloche. Et donc, le décret, c'est de peur qui monte sur l'arbre qui va cueillir un fruit. Donc, la Rashi dit Davia Isura de Oraita. Et c'est un interdit de la Torah. Parce que Kotser, ça veut dire cueillir, c'est un Av Melacha. Mais il aurait dit oui, mais on est Yom Tov, tu vois. Et déjà, Rashi, déjà avant, il avait dit Shabbat. Je ne sais pas si tu vois, quand il avait regardé l'histoire, il a dit Tama de Betsa, il dit Anoshim Minaidan Be Shabbat. Tu vois, donc ça veut dire, on a l'impression, et là, Shabbat, c'est vraiment un sort de Waïda. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le décret il a été fait Shabbat, mais qu'on a mis Yom Tov aussi dans le machin. Je sais pas, tu vois, sinon tu vois, ou bien lui il pense vraiment qu'il y aurait un interdit de la Torah, et ça c'est un sujet. Hein. Ça veut dire, il y en a qui pensent comme ça, que les Melachot qui sont Chel Nefesh, mais qui sont avant l'Isha, ce serait un interdit de la Torah. Mais pour moi, ça serait quand même marqué douche que Rashi pense ça, tu vois, ça veut dire. Ouais, je vais regarder la semaine prochaine, j'essaie de regarder. Et sur ce, la dit, donc je vous disais, Rashi dit Xeraï, ça veut dire le fait donc de dire que donc d'interdire les fruits qui tombent de l'arbre pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, c'est en soi un décret. Donc, dit Loch était Zogzera. Donc, Loch était Zou l'Exera, Delolité, des Perot Anoshrim. Pardon, c'est Chadak Zeraï, c'est moi qui m'a dit. C'est donc Chadak Zeraï, c'est un seul décret. Donc, la Gemara répond ça, elle dit c'est en soi, c'est un seul décret, c'est pour ça qu'ils ont fait les deux décrets ensemble. Et Loch était Zogzera, c'est pas que c'est un décret, donc, c'est un décret qui a été fait d'une manière supplémentaire. Delolité, l'idée Perot Anoshrim, pour pas qu'on arrive à manger des fruits qui sont tombés de l'arbre. Et la Keshenim, nous Vegazrou, Alperot Anoshrin, mais quand ils ont fait le Minyan, et quand ils font un décret, il fallait que, si tu veux, les font un Minyan, quoi, il faut compter qui est d'accord de faire le décret, qui s'oppose au décret. Donc, a priori, quand ils ont fait le compte et que la majorité des Rabbanim, ils ont voté pour le décret. Donc, Keshenim, nous Vegamou, quand ils ont compté et qu'ils ont fait Gazrou et qu'ils ont fait le décret, Alperot Anoshrin sur les fruits qui tombent des arbres. Même l'œuf, il était inclus. Bien que, en fait, donc, comme on a dit qu'a priori, la raison dans l'œuf, elle n'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas cueillir, on ne peut pas arriver au Av Melacha de Tolesh. Ça veut dire de déraciner, tu vois, de couper avec un œuf. Malgré tout, elle était inclue dans le décret des sages. Parce que c'est aussi un fruit qui tombe. Tu vois ce que Rashi veut dire? Ouais, ça veut dire que quand ils ont fait le décret, grosso modo, ils font le décret sur une terminologie, et ça, c'est inclus dans la terminologie. C'est-à-dire, selon Rashi, tu vois, Rashi, des trucs comme ça, il est très psychanalyste. Hein, ça veut dire pour lui, ça veut dire plein de fois. Il dit, si le mot, il veut dire ça, alors c'est ça qui fait que le décret, il est sûr par rapport au sens du mot, quoi. Et peu importe, tu vois, si ça s'applique dans la raison ou pas. Mais bon, je veux dire, moi, les deux choses que je pense qu'il y a à regarder dans Rashi, c'est qu'est-ce qui veut dire que c'est un Issour de Horaïta de faire Tolesh? Est-ce qu'il veut dire que c'est Shabbat et qu'ils ont fait le décret Shabbat et que ça s'applique ensuite à Yom Tov? Ou est-ce qu'il pense que même Yom Tov il y a un problème de Horaïta? Il faudrait regarder ça, j'imagine. Et à part ça, le fait aussi qu'il dit que ça ne peut pas exister, le fait de Tolesh, ça veut dire de cueillir dans un œuf. Moi, je ne suis pas 100% convaincu. Ça veut dire, par exemple, pour donner un exemple, la Gemara dit par exemple que couper les cheveux Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Et a priori, c'est un interdit à cause de gozès, parce que tu coupes la définition de gozès ou de toilette, tous ces mlachot, c'est de couper, comme couper des ongles, il y en a qui dansent aussi que c'est des oraïta,
Les ongles, la plupart des gens pensent que c'est pas de Horaïta. C'est pas clair la différence entre les ongles et les cheveux. Mais ça veut dire si en tous les cas, a priori dans Shulchan Aruch, il dit clairement que couper les cheveux Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Et l'idée, c'est parce qu'en fait, la définition de couper, de gozez, c'est de couper quelque chose de l'endroit d'où est-ce qu'il pousse. Et donc là, si l'œuf, en fait, tu vas continuer à se développer, ce que je veux dire, c'est que l'œuf, il y a un moment où il est, en fait, si tu veux, il est entouré dans les nerfs du truc. Et en fait, donc, il continue, c'est que si tu veux, donc, je pense que je pense que si quelqu'un, en fait, il prendrait l'œuf en fait, tu vois, détacherait l'œuf de là où est-ce qu'il est attaché encore au cordon ombilical, quoi, au cordon, ça veut dire des veines qui le pénètrent et tout ça, je pense qu'il y aurait peut-être un interdit de la Torah. C'est pour ça, enfin, je suis pas sûr, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est débattable, ça veut dire, voilà, ce que je veux dire, c'est deux points que Rashi, il faut, tu vois, de quoi parler, quoi, c'est-à-dire, que lui, la première chose qu'il pense que aller cueillir un fruit pendant Yom Tov, ça serait interdit de la Torah, ça c'est un truc qui est pas clair. Et le deuxième qui dit oui, on ne peut pas transgresser l'interdit de la Torah de cueillir quand on va prendre un œuf du ventre d'une poule, ça aussi c'est pas clair à mon avis. Parce qu'en fait, l'œuf, voilà, c'est comme couper les cheveux, quoi. Comme la Gemara va dire, tu vois, c'est une histoire, c'est comme traire une vache. Tu vois que traire une vache, a priori, c'est un Deoraita, tu vois. Ça c'est clair, la Mishnah dit que c'est un interdit de la Torah. Donc, tu vois, s'il parle de Yom Tov, c'est encore une autre histoire, mais tu vois, c'est-à-dire, si lui, il pense que cueillir, on parle de Shabbat, ou parce que c'est cueillir un fruit, je veux dire, c'est Shabbat, donc je veux dire, tu vois, si traire une vache, c'est l'interdit de la Torah, tu vois, je veux dire, tu vois, prendre un œuf du ventre d'une poule, je sais pas pourquoi ça serait pas l'interdit de la Torah non plus, tu vois. Tu vois, c'est un truc comme ça. En tous les cas, il y a de quoi réfléchir. C'est pas si clair. Tu vois, Rachid dit, ouais, c'est sûr que l'interdit, il n'est pas possible. L'interdit de déraciner, il n'existerait pas dans l'œuf. Contrairement à un arbre, c'est pas clair. Parce que je te dis, voilà, bien la semaine prochaine, je vais essayer de faire un petit peu de la recherche sur ça, si vous voulez. Ouais. Je veux laisser tranquille, et en tous les cas, voilà, Hazak, en tous les cas, et mais que des bonnes choses. Merci. Avant, c'est un vendredi, pour le vendredi et un mercredi. Merci beaucoup.